C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, peut-être. Ok. Alors, je m'étais posé la question de ma légitimité dans cette présentation. Parce qu'en fait, Christophe et Christian m'avaient invité en même temps que chargé de mission pour le C2I2E. Et franchement, c'est pas passionnant. Alors, en tant que chercheur au LIM, j'aurais pu vous parler de Learning Analytics. Mais c'est vraiment à la limite. Alors, je m'étais dit que j'allais me présenter comme parano-pessimiste. Mais grâce à Christian, maintenant, je sais que je peux me présenter comme tenant de la littératie critique. Et en fait, à la place de mettre littératie numérique, point d'interrogation, si Christian m'en avait parlé avant, j'aurais marqué littératie critique. Pour une société informatisée, pourquoi informatisée? Parce que je pense que plus que numérique, notre société est désormais informatisée. Par contre, beaucoup moins. Il y avait, avant je voudrais faire un aparté, parce qu'il y avait une réunion au ministère d'EDAN, et on se retrouve très souvent maintenant en France avec des problèmes de traduction. Et on voit apparaître des choses qui m'hérissent un peu le poil, mais je ne vais pas insister là-dessus. Par exemple, à l'apprentissage du codage, je ne vois pas trop ce que c'est. Je comprends beaucoup mieux l'apprentissage de la programmation. Nouveau terme qui apparaît donc dans le papier du ministère, pensée informatique, je ne vois pas trop ce que c'est. Par contre, la pensée algorithmique, je comprends bien. C'est pour ça que je vais vous proposer de démarrer par une série de définitions. L'informatique. L'informatique est née dans les années 60, le terme, de l'association de deux mots, information et automatique. L'informatique, c'est le traitement automatique de l'information numérique. Les Américains n'ont pas le terme, du coup, ils parlent de computer science, il y en a qui disent, je ne vois pas trop en quoi c'est la science des ordinateurs, ou, du point de vue technologique, d'ICT. Automatique, c'est un des mots centraux. Un des mots centraux. Une intervention sans intervention de l'être humain. Ça se dit uniquement par la machine. Il faut donc programmer cette machine. Et on en arrive à donc, qu'est-ce que c'est que la programmation? La programmation, c'est d'abord trouver un algorithme et ensuite le coder dans un langage donné. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est une suite finie et non ambiguë d'opérations et d'instructions permettant de résoudre un problème ou d'obtenir un résultat. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de changer sur la dernière partie de cette définition. Et je crois que c'est ce qui est crucial actuellement. Pour Michel Serres, philosophe, l'avènement de l'informatique est une révolution égale à celle de l'écriture dans l'histoire de l'humanité, par les modifications qu'elle va impliquer pour l'individu et pour la société. De ce fait-là, ce dont je vais parler aujourd'hui, littératie numérique, pour moi, ce sera un ensemble de compétences que l'individu doit désormais acquérir pour être capable de s'adapter à cette société informatisée. Alors, cette définition n'a de valeur que pour les 20 minutes qui suivent. J'attaque le premier point. Une révolution pour l'individu. L'écriture du temps de Platon, au temps de Platon, a fait débat. On accusait l'écriture d'amoindrir l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme allait externaliser sa mémoire sur le papier. Et, de ce fait, ne serait plus capable, comme ce griot africain, de mémoriser, par exemple, toute l'histoire du village. Maintenant, avec les machines, nous externalisons de plus en plus de processus cognitifs. Une des externalisations des processus cognitifs qui est bien connue maintenant, c'est le calcul mental, sur les tablettes. Une autre qui va bientôt apparaître, ça va être avec le GPS, qu'est-ce qu'il va en être de notre sens de l'orientation. De ce fait, concernant l'individu, on se retrouve avec la génération Z ou C, qui a suivi les cyberbébés, les générations Y, les digital natives. C pour communication, collaboration, connexion et créativité. Ces enfants sont nés et vivent avec l'informatique et aussi avec l'Internet. Ces enfants qui auront vu leurs parents, lorsqu'ils ont un problème, trouver la solution sur le net, croyez-vous qu'ils vont chercher de la même manière? Pensez-vous que ces enfants vont mémoriser de la même manière lorsqu'ils sauront qu'ils vont retrouver ces informations sur le net? Autrement dit, on se retrouve avec une génération de mutants qui est en train d'apparaître. Regardez ce bébé, je crois que vous avez peut-être tous vu déjà cette vidéo.
Regardez son geste. Regardez le geste suivant. Alors la conclusion est très discutable. Mais clairement, ces enfants ne vont pas fonctionner comme nous avons fonctionné. Ils ne vont pas se développer de la même manière. Voici ce que dit Houdet de cette génération, la génération Z. Houdet est chercheur en neurosciences. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la première ligne du haut. Face aux écrans, la génération Z a gagné des aptitudes cérébrales de vitesse et d'automatisme au détriment du raisonnement et de la maîtrise de soi. Je ne sais pas si ces résultats sont exacts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt, concernant l'individu, déjà un premier classement de compétences. J'ai envie de dire que l'externalisation des processus cognitifs amène à distinguer 3 types de compétences. De nouvelles compétences à acquérir dues à l'informatique. Tous les gamins doivent être capables d'utiliser leur matériel, par exemple. Des compétences que l'on accepte qu'elles ne soient plus acquises. Exemple, le calcul d'une racine carrée. Et enfin, et c'est surtout sur ce point-là que je voudrais insister, des compétences à renforcer à l'école, car elles ne sont plus exploitées dans la vie de tous les jours. Par exemple, le calcul mental. Je vais les passer rapidement en revue. Et on rejoint une métacompétence dont Christian a parlé tout à l'heure. La question est, quand ne pas s'appuyer sur l'informatique ? Les compétences à acquérir, en fait, c'est celles qu'on attribue les 3/4 du temps à la littératie numérique. Elles ont été citées déjà précédemment, là j'en reprends quelques-unes que j'ai trouvées, la capacité à avoir une approche critique concernant l'information sur le web, la capacité à maîtriser une lecture non linéaire, la capacité à construire de manière collaborative de l'information, etc. Actuellement, depuis quelque temps, est apparue de nouveau la compétence, la capacité à programmer. C'est quand même malheureux quand on sait que dans les années 85, on faisait de la programmation à l'école. Pendant 30 ans, ça a disparu, ça réapparaît que maintenant. Les compétences dont on peut abandonner l'apprentissage. On peut les répartir selon 2 types. Les compétences qui sont devenues obsolètes et les compétences qu'on accepte qu'elles soient déportées vers la machine. Elles posent quand même un petit problème. Par exemple, parmi les compétences obsolètes, certains États américains ont décidé que l'écriture cursive n'était plus, certains États américains et la Finlande n'étaient plus utiles. Et donc, alors je rappelle, l'écriture cursive, ce n'est pas simplement l'écriture manuscrite, c'est l'écriture manuscrite où on lit les lettres entre elles. Cependant, des chercheurs dans l'apprentissage de la lecture considèrent que l'abandon de cet apprentissage va nuire à l'apprentissage de la lecture. D'autres compétences, des compétences externalisées sur l'ordinateur. On est tous d'accord que l'apprentissage de la racine carrée, on peut apprendre l'algorithme, mais on n'a pas besoin de le mémoriser. Plus personne, et même au 19e, ne calculait la racine carrée. On utilisait souvent des réglettes ou des référentiels. Mais on peut se poser la question de savoir si on doit abandonner l'algorithme de la division, l'apprentissage de l'algorithme de la division. J'ai vu un chercheur qui m'a dit un jour, moi je ne vois pas pourquoi on apprendrait l'algorithme de l'apprentissage de l'algorithme de la division. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne suis pas sûr que le raisonnement tienne la route. L'apprentissage de la division de son algorithme permet aussi de comprendre ce que c'est que la division. De ce fait-là, on en arrive au 3e type de compétences, les compétences à renforcer. Alors, elles sont difficiles à identifier. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre qu'elles aient disparu pour s'apercevoir qu'elles étaient importantes. Autrement dit, il faut d'abord être sûr qu'on les perdra à cause de l'informatique. Et deuxièmement, il faut anticiper sur le fait que, celles-là, il fallait les conserver. Le premier exemple qui commence à être bien connu, c'est le calcul mental. Villani, dans son rapport sur les maths, parce qu'il y a 2 rapports Villani, dans son rapport sur les maths, a réintroduit tout ce qui est automatisme de base. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus capable de faire du calcul mental, vous n'êtes pas non plus capable de faire du calcul approché.
Et je rappelle qu'il y a une navette américaine qui s'est retrouvée dans l'eau parce que quelqu'un avait confondu les pouces et les centimètres. Le calcul mental et d'autres automatismes de base, ce ne sont pas des choses qu'on peut déléguer aux machines sous prétexte que ça c'est automatique, elles peuvent le faire. Ce sont des automatismes sur lesquels vont s'appuyer des compétences de plus haut niveau. Alors, dans les mêmes registres, on a la lecture linéaire de longues œuvres ou le sens de l'orientation dont je parlais. Est-ce qu'un jour on sera plus capable d'aller chercher son pain sans le GPS? On peut se poser la question. Ça, c'est pour l'individu. Maintenant, je vais voir le versant société. J'ai un cours où je présente ces patates aux étudiants pour les amener à réfléchir sur les modifications que l'informatique amène dans la société. Je vais les passer rapidement en revue pour m'appuyer sur une seule d'entre elles. Bon, la Tunisie, l'Égypte, etc., c'est le printemps arabe. Les révolutions et le militantisme ne se font plus comme avant. Les réseaux sociaux, par exemple, y ont un rôle énorme. Les drones et la Géorgie, c'est autre chose. C'est la guerre, ne se fait plus comme avant. Elle est robotisée ou c'est la cyberguerre. Deezer, la bourse et compagnie, c'est aussi la notion d'économie qui ne se fait plus comme avant. Elle s'est totalement modifiée et aussi automatisée lorsqu'on voit l'hypertrading. Le GPS Edwige, là ça oppose deux valeurs, sécurité vs liberté, et on va y revenir sur celle-là. Facebook, Google, le vieil ordinateur, c'est la patate que j'appelle des grands sales. Les grands sales que nous sommes tous. On laisse des traces partout et après on est incapable de faire le ménage. Et justement, le problème, c'est que si on ne fait pas le ménage, on se retrouve avec le problème des big data et de l'intelligence artificielle. Et c'est sur cette patate-là que je vais insister, sachant que la patate suivante, je pense qu'elle va nous péter un jour au nez, et je ne vois pas encore ce que ça va donner, c'est les blockchains. Les big data, vous les connaissez tous. De plus en plus d'informations sont numérisées, et elles le seront encore davantage avec les objets connectés. Tiens, elle a encore grossi, pas étonnant avec tout ce qu'elle mange. Et en plus, elle passe tout son temps sur Facebook. Il faudrait qu'elle se bouge un peu. C'est un peu misogyne parce que je me suis aperçu que j'ai 2 diapos comme ça, vous allez comprendre. Mais on peut mettre un monsieur à la place, c'est pareil. Ces informations de plus en plus numérisées sont à l'origine du terme qui est apparu depuis quelques années maintenant de numérique, ou plutôt de son omniprésence. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement que le terme, que la société soit numérique, c'est que le traitement de ces informations sont automatisées, j'y reviendrai. Les big data ou mégadonnées ont la particularité d'être d'un volume tellement énorme qu'ils ne peuvent pas être traités par des outils classiques d'information, d'informatique. Alors bien sûr, les perspectives du big data sont énormes. Les analyses tendancielles et prospectives, la gestion des risques, la compréhension du fonctionnement du cerveau, tout ce qui est épidémiologie. Moi, ce qui m'intéresse davantage pour ce qui nous concerne, c'est que 80% de ces données sont détenues par le GAFAM. Acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Sophie, après tout ce que vous avez appris sur elle, sur Facebook, et Google. Tiens, une question. Qui de Facebook ou de Google vous connaît le mieux? C'est une question sur laquelle on reviendra. Prenons justement Facebook. Il y a 6 ans, qu'a fait Facebook? Il a injecté plus ou moins de posts négatifs et positifs. Et ils ont observé. Les personnes ayant reçu le plus de posts positifs dans leur fil d'actu ont publié davantage de messages positifs et inversement. Autrement dit, les utilisateurs de Facebook ont servi de cobayes. Bien sûr, Facebook s'est excusé. C'est normal. Il ne le referait plus. Il y a 2 mois, au total, nous pensons que les informations concernant jusqu'à 87 millions de personnes, principalement aux États-Unis, ont pu être partagées à tort avec Cambridge Analytica. C'est vrai que Facebook ne savait pas ce que faisait Cambridge Analytica. Analytica utilisait l'analyse de données à grande échelle pour changer le comportement de l'audience. Alors, heureusement, la nation s'est élevée, le public s'est aussi soulevé, et dans un même mouvement, l'action de Facebook a chuté. Elle a chuté pas très longtemps. Ce qu'il faut comprendre, et c'est Solzhenitsyn qui le disait, Solzhenitsyn que vous connaissez, qui a écrit l'archipel du Goulag, qui était prisonnier politique en Union soviétique, notre liberté se bâtit sur ce qu'autrui construit ignore de nos existences. Dit autrement, pour vivre heureux, vivons cachés. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est là que je vais
être un peu en distance avec ce qui se passe actuellement, c'est que toute donnée numérisée est une perte de liberté. Même si elle est sur votre téléphone, même si elle est sur votre appareil photo, l'information existe. Et actuellement, on sera sur le web dans pas longtemps. Alors c'est d'autant plus vrai lorsqu'on est pédophile. Google a dénoncé auprès de la police un de ses usagers qui a envoyé des photos pédophiles à d'autres pédophiles. On sera tous d'accord sur cette démarche de Google. La question que je pose, c'est où Google place le curseur? Est-ce qu'en Chine, il commencera à décider qu'il faut effectivement dénoncer les comportements déviants par rapport au régime chinois? Ça pose une vraie question. Face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a la CNIL. Ouais. Demain, c'est la fête des libertés numériques. Avec le RGPD, dont vous avez peut-être entendu parler, Règlement général de protection des données, qui oblige toutes les sociétés à pratiquer cela. Je ne suis pas sûr qu'elles y arriveront. Mais moi, je pense, de mon point de vue, que les libertés numériques sont un oxymore. Si la donnée est numérisée, nécessairement, elle peut vous échapper. Alors ça, vous connaissez, Google is watching you, Amazon is watching you, etc. Le GAFAM, c'est un pouvoir économique égal à celui de la Suisse ou du Danemark. Supposons qu'on poursuit le GAFAM en justice. Il faudra combien d'années avant qu'on puisse obtenir raison? Sachant que ça devient de plus en plus compliqué. On poursuit le GAFAM en justice, mais par exemple ici dans cette université, si Google tout d'un coup devait mettre la clé sous la porte, nous on se retrouve un peu dans la mouise. Notre messagerie est supportée par Google. Autrement dit, ça s'imbrique de plus en plus et le pouvoir que l'on aura face au GAFAM est de plus en plus faible. Et même si on arrivait à mettre le GAFAM au pas ou le NATU qui est en train d'apparaître, ça ne va pas changer d'autre chose. Est-ce que vous croyez que la NSA ou Poutine vont faire une déclaration à la CNIL chaque fois qu'ils viendront fouiller votre ordinateur? C'est peu probable. De là, ma deuxième proposition qui est assez pessimiste. Je crois qu'il faut être suffisamment parano pour vivre dans un monde où l'on sait tout de nous et s'en protéger. Où je suis pessimiste, c'est que je ne crois pas qu'il est possible que l'individu est capable de s'en protéger. De ce fait, je crois que la liberté, ça va devenir un problème informatique et que la cryptographie, un des domaines de l'informatique, ne suffira pas à résoudre. J'en arrive à la troisième proposition que vous allez peut-être trouver complètement farfelue. C'est big data, c'est data mining. Pour les étudier, on ne peut pas utiliser les algorithmes classiques. On est obligé de s'appuyer de plus en plus sur l'intelligence artificielle, sachant que quels sont les meilleurs labos en intelligence artificielle? Eh bien, ils se retrouvent essentiellement dans le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft. Il faut savoir par exemple qu'un de nos chercheurs français a été recruté par Facebook, Yann LeCun. Ce sont ces laboratoires qui sont le plus en pointe. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, ce n'est pas un champ informatique ou un champ scientifique bien constitué actuellement. Aussi bien la définition de Wikipédia ou celle de Villani, dans son rapport sur l'intelligence artificielle, vont dans le même sens. En fait, actuellement, on regroupe dans le champ intelligence artificielle toutes les recherches qui consistent à essayer de simuler l'intelligence humaine. Les techniques sont très différentes. Machine à vecteur de support, réseau de neurones, méthode des cas plus proches voisins, arbre de décision, etc. Une technique qui fait florès actuellement, c'est le deep learning, ou donc les réseaux de neurones. Le principe est simple. Vous présentez à la machine des exemples d'un concept et des contre-exemples, et sur la base de ces exemples, la machine doit être capable de se construire une représentation du concept, et donc d'être capable ensuite d'étiqueter sans trop d'erreurs un nouvel exemple. Ah oui, celui-là en fait partie, celui-là n'en fait pas partie. De ce fait, la définition que je vous ai donnée au début sur les algorithmes, ce n'est plus un ensemble d'étapes pour résoudre un problème,
C'est un ensemble d'étapes pour apprendre à résoudre un problème. Le big data et le data mining se nourrissent l'un l'autre, mais pas toujours. Ainsi, l'intelligence artificielle a eu quelques succès. Google a donc, le Google Brain a été capable de reconnaître au travers de milliers d'heures de vidéos le concept de chat ou de visage humain. Ce que je vous ai mis en dessous, c'est comment on appelle ça? C'est Google Dream. Alors je ne sais pas si vous le voyez. C'est une représentation d'une forêt, et là, le Google Brain qui rêve en quelque sorte, il voit des photos de pans. Alors je ne sais pas si vous voyez les pans se dessiner. Une autre réussite de Google, c'est AlphaGo 0. Alors lui, il ne se nourrit pas de Big Data. Lui a été capable maintenant en 40 jours de battre tous les logiciels, sachant que le dernier logiciel, c'était Google, avait battu le meilleur champion, le champion du monde de Go. Bien sûr, l'intelligence artificielle subit quelques échecs. Mais je ne sais pas si ce sont des échecs de l'intelligence artificielle ou de l'espèce humaine. Si vous donnez à la machine des exemples du comportement humain, il ne faut pas s'étonner après que la machine devienne raciste. De la même manière, on a fait pas mal de cas de l'accident du véhicule d'Uber. Mais Uber, il faut bien comprendre qu'Uber, c'est une société qui a avant tout très agressive économiquement. Et donc, si elle arrivait à sortir une voiture avant les autres autonomes, c'est le jackpot pour elle. De ce fait-là, les chercheurs là-bas avaient allégé les paramètres de sécurité. Bon, qu'en est-il en tout cas au niveau des chercheurs? Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk ont écrit une lettre qui était parue dans Le Monde, je crois aussi, où ils mettent en garde contre l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a les tenants de l'intelligence artificielle. Kurzweil, qui est où? Chez Google. Et la singularité. La singularité, c'est quoi? La singularité, c'est je construis une machine qui est un peu meilleure que l'être humain. Cette machine peut construire une machine qui est un peu meilleure que l'être humain. Vous avez très vite compris que je me retrouve avec une intelligence artificielle nettement supérieure à l'être humain. Une autre idée chez Kurzweil, c'est le transhumanisme. Avec l'immortalité, mon cerveau est déposé sur une machine. Moi, ce qui m'intéresse, je ne sais pas si ça va arriver, ça, mais c'est plutôt ce truc-là. La révolution. La révolution, nouveau terme, révolution par les robots. Et qu'est-ce qui est en ligne de mire? La disparition du travail. Alors, le rapport de Villani sur l'IA indique, voici les métiers qui sont le plus susceptibles de disparaître. L'absence de flexibilité, ceux qui présentent une absence de flexibilité, une absence d'adaptation, une absence à résoudre des problèmes et une absence d'interaction sociale. Moi, ce qui me gêne dans cette définition, c'est qu'elle ne concerne pas l'intelligence artificielle, elle concerne l'informatique classique. Mais rien qu'avec cette définition, on perd déjà peut-être 45-47% des métiers. Néanmoins, quelles compétences face à cette société robotisée? Les compétences, on les a déjà citées, celles de Villani, capacité cognitive transversale, capacité créative, compétences sociales et situationnelles, capacité de précision relative. Ça, c'est intéressant, c'est par rapport au geste. Si on va dans la littérature, par exemple, moi je travaille dans les Learning Analytics, Siemens, qui travaille lui dans le connectivisme, c'est-à-dire j'apprends par le réseau et dans le réseau, propose créativité, innovation, pensée critique, résolution de problèmes, communication, collaboration. Je crois qu'on va en reparler aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse davantage, étant donné que j'ai 3 minutes, c'est la disparition du travail liée à l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas la valeur de cette étude qui a été faite par des gens de Yale et d'Oxford de mémoire. Voici, ils ont interrogé, alors c'est des politologues, ce n'est pas des gens en informatique, ils ont interrogé 352 chercheurs, et selon eux, traduction des langues 2024, l'intelligence artificielle supérieure à l'individu. Alors je peux vous dire tout de suite que l'intelligence artificielle est nettement supérieure à moi dans la traduction des langues, dans les traductions. Capable de rédiger des essais 2026, conduire un camion 2027, travailler dans le commerce 2031. D'ici 2050, elle pourrait écrire des best-sellers. Et enfin, 50% de chances que dans les 45 ans qui viennent, l'intelligence artificielle serait supérieure à l'être humain dans tous les domaines. Je ne sais pas si on en arrivera là. Par contre, je suis certain, c'est que petit à petit, le monde va avoir de plus en plus de mal à trouver du travail pour l'être humain. Et la question, c'est quelles sont les compétences que l'être humain devra trouver ou posséder dans un monde où le travail ne sera plus obligatoire? Quelles sont les compétences qu'il devra acquérir dans ce monde? Et une des questions peut être, est-ce qu'il ne sera pas amené à devoir chercher un sens à sa vie qui ne soit plus le travail comme on l'a pour la plupart d'entre nous? En guise de conclusion, et ça rejoint ce que disait Christian tout à l'heure,
Actuellement, la littératie numérique se préoccupe surtout de ce que nous apporte une société informatique et des compétences à acquérir par l'individu pour en profiter pleinement. La question qu'il faut se préoccuper de poser, c'est qu'est-ce que cette société va nous enlever en termes de liberté de travail, d'aptitude et des comportements nécessaires pour y faire face. Je vous remercie.